La retentissante postérité de l'œuvre géométrique de Piet Mondrian tente à effacer le parcours singulier de ce peintre et c'est bien dommage. Ce n'est en effet pas faire injure au talent du couturier Yves Saint-Laurent que de dire que sa petite robe droite est un peu l'arbre qui cache la forêt Mondrian. Plus que chez Casimir Malevich qui se heurta vite à une impasse, la tentation géométrique de l'abstraction connut son développement le plus fécond chez Piet Mondrian. Procédant, si j'ose dire, par abstractions successives, souvent à partir d'un thème figuratif, ce peintre a abouti à l'une des plus pures visions abstraites, définissant l'espace en de rigoureuses verticales et horizontales, pourtant non dénuées de sensibilité. Mais cet art nouveau, universel, qui continue aujourd'hui d'irriguer tous les sentiers de la création, ne s'est pas fait en un jour. D'abord, Piet Mondrian était un formidable dessinateur, discipline qu'il ne cessa jamais tout à la fois d'étudier et d'enseigner. Ensuite, il était passionnément engagé auprès de la Société théosophique, dont le but avoué est la fraternité universelle, sans distinction de race ou de couleur, l'étude comparée et objective des religions, sciences et philosophie, ainsi que le refus de tout dogmatisme. Et puis, à ses débuts, il faut savoir que c'est dans la nature qu'il allait chercher l'inspiration, sur les bords de l'Amstel en compagnie du peintre Albert Hulshoff, un peu plus tard sur l'île de Walcheren, où il se lia étroitement avec Jan Toorop, un peintre tout à la fois pointilliste, expressionniste et symboliste. Ses premiers envois au Salon d'Amsterdam lui attirèrent de si vives critiques que Piet Mondrian quitta les Pays-Bas pour Paris, où il vécut pourtant dans un isolement absolu, peignant énormément et participant régulièrement au Salon des indépendants. Rentré en Hollande à la faveur, si j'ose dire, de la Grande Guerre, il s'y lia avec Theo van Doesburg, participant à ses côtés à la fondation de la revue de style. Mondrian va y publier pendant 7 ans de nombreux articles qui vont fixer la doctrine fondamentale du néoplasticisme. Dans une profession de foi qui évoque furieusement le manifeste du Bauhaus, pourtant publié 2 ans plus tard, Piet Mondrian définit le néoplasticisme comme principe esthétique régi par 3 lois. 1. Absence de couleur et d'oblique. 2. Couleur pure exclusivement. 3. Asymétrie de la composition, associée à un équilibre parfait. Revenu à Paris après la guerre, Mondrian doit, pour subsister, faire de la peinture de fleurs, la première exposition de style s'étant révélée un fiasco. Pourtant, tous les ingrédients qui feront sa gloire sont déjà là, comme vous pouvez le voir, mais ceci est une autre histoire. Pour Piet Mondrian, le vrai déclencheur fut peut-être la rencontre du peintre Jan Slyters, rentré de Paris, tout imprégné des fulgurances chromatiques de Gauguin et de Matisse. Mondrian renouvelle alors sa palette, mais aussi sa facture ou ses supports, comme on peut le voir, avec le nuage rouge, brossé à larges traits sur du carton brut, plus organisé qu'il ne semble, et qui laisse présager le peintre qu'il deviendra. À la même époque, il entreprend son étonnante série des arbres, où il affirme sa division dualiste de l'espace, renforcée par l'utilisation de 2 couleurs uniquement, encore qu'il joue parfois avec le bistre du carton. Les dernières toiles de la série sont quasiment monochromes et l'enchevêtrement des branches vire à l'abstraction. Piet Mondrian est prêt pour sa rencontre avec le cubisme. On est encore loin des audaces plastiques de Braque ou Picasso, sa composition restant assez sage pour ne pas dire traditionnelle, et les objets représentés restant reconnaissables malgré leur simplification. Disons que c'est davantage l'intention que la façon qui rapproche Mondrian des cubistes. Composition numéro 3 signe son envol définitif vers le paradis des grands peintres. Il y déploie le désir d'un art nouveau par dépassement de l'objet qui fera dire à Apollinaire que le peintre, bien qu'issu des cubistes, ne les imite point et qu'il a sa personnalité propre. Et il parlera de la cérébralité sensible de Mondrian.